L'histoire des Juifs de France revient tout de suite sur votre antenne pour un nouveau numéro et c'est évidemment avec vous ce matin, Christophe Dard, et nous reprenons notre portrait du cinéaste Gérard Houry. Nous avons parlé de ses débuts au théâtre avant-guerre, puis de la période où il se réfugie en zone dite libre et en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Si les années 50 ne sont pas très prolifiques avec des seconds rôles sur le grand écran, les années 60, elles, sont celles de tous les succès. Il passe derrière la caméra et s'oriente vers la comédie. Les films Le Corneau, La Grande Vadrouille, Le Cerveau et La Folie des Grandeurs cumulent en 7 ans et à eux 4, près de, tenez-vous bien, 40 millions d'entrées. Gérard Houry fait tourner De Funès, Bourvil, Jean-Paul Belmondo et Yves Montand. Et en 1973, il tourne un film devenu culte, Les Aventures de Rabbi Jacob. Eh oui, avec une musique culte et un scénario écrit par Daniel Thompson et le rabbin Josie Eisenberg, qui parmi ses nombreuses fonctions était le créateur de la toute première émission en France à la télévision consacrée au judaïsme. Mais en dépit du scénario drôle, plein de rebondissements, porté par un De Funès au sommet, aucun producteur ne veut au départ de cette histoire d'amitié entre les Juifs et les Arabes, alors qu'il y a déjà eu 3 guerres entre Israël et ses voisins arabes depuis 1948, sans oublier la prise d'otages, puis l'assassinat de 11 athlètes israéliens par des terroristes palestiniens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Alors un temps, dans ce contexte, Gérard Houry songe à tourner son film aux États-Unis, puis il trouve enfin un producteur en France. Ouf, car cela aurait bien été dommage de se priver d'un Louis de Funès hilarant dans le rôle de Victor Pivert avec son chauffeur Salomon joué par Henri Guibèche. Vous avez vu Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, vous trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Voilà, vous venez d'entendre une scène véritablement devenue culte. Alors, compte tenu de ses succès, comme pour ses précédents films, Gérard Houry dispose d'une grosse enveloppe financière pour son tournage, Christophe. Eh oui, ce qui lui permet de reconstruire l'ensemble du hall d'arrivée de l'aéroport d'Orly et de transposer la rue des Rosiers dans une rue de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Il tourne aussi à New York les scènes du début du film dans les quartiers juifs orthodoxes. Pour Les Aventures de Rabbi Jacob, Gérard Houry souhaite apporter un soin tout particulier à la musique. Il se met en quête de la perle rare et se tourne vers un certain Vladimir Cosma qui n'est alors pas très connu. Ouais, en effet, né en 1940 à Bucarest dans une famille de musiciens, il s'appelle Vladimir car son père aimait la France. Il y avait vécu dans les années 20 et 30 et l'ambassadeur de France en Roumanie s'appelait alors à ce moment-là Vladimir d'Ormesson, l'oncle de l'écrivain Jean d'Ormesson. Après avoir étudié le violon et la composition au Conservatoire national de musique de Bucarest et remporté des premiers prix de violon et de composition, il arrive à Paris en 1963. Il a 22 ans. Vladimir Cosma poursuit alors ses études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et devient l'arrangeur et chef d'orchestre de Michel Legrand. Mais quand Gérard Houry le contacte, Vladimir Cosma n'a que quelques musiques de films à son actif. Alexandre le Bienheureux, d'Yves Robert avec Philippe Noiret dans un rôle de cultivateur bon vivant et nonchalant, Clérambard, toujours avec Philippe Noiret, de Yves Robert, et Le Grand Blond avec Une chaussure noire, un thème inspiré du sirba, c'est une danse traditionnelle roumaine, c'est ce que vous entendez sous ma voix, et que le musicien Georges Zamfir interprète à ce qu'on appelle le naï, c'est la flûte de pan roumaine. Le choix de Gérard Houry de se tourner vers Vladimir Cosma pour son film est d'autant plus étonnant qu'il lui dit lors de leur première rencontre qu'il n'a pas du tout aimé la musique du Grand Blond avec Une chaussure noire. Ouais, et pourtant elle est très jolie, mais Gérard Houry lui fait confiance pour trouver une musique de l'un des moments forts des aventures de Rabbi Jacob, la danse racidique de la rue des Rosiers. Houry qui dit à Cosma: je veux une musique qui vient du cœur. Il y a à New York une rencontre entre les religions, il faut une musique de fraternité qui réunit, pas une musique
à Gimmick. Et c'est à ce moment-là que Cosma décide de travailler avec le chorégraphe Ilan Zawi, fondateur de la troupe de danse juive Adama. Né en Algérie avant d'arriver en France à l'âge de 3 ans, Zawi se rend en Israël à 11 et rejoint la Shomer Hatzair, un mouvement socialiste du parti Mapam, et qui intègre d'ailleurs dans la foulée Ilan Zawi, un kibboutz pendant 4 ans, puis Tsahal. Ilan Zawi qui combat lors de la guerre des 6 jours en 1967 dans les rangs de la brigade des parachutistes. Il choisit ensuite définitivement la France et c'est donc la troupe Adama qui travaille avec Vladimir Cosma sur cette danse racidique que Zawi lui-même va apprendre à De Funès et qui devient l'une des scènes cultes des aventures de Rabbi Jacob. Voilà qui donne, moi j'ai l'impression, envie de danser, Olivier, je sais pas vous. Oui, effectivement, et vous Christophe, ça vous ne donne pas seulement envie, vous avez dansé, vous avez été pris par les caméras ce matin. Et ben voilà, je me suis fait avoir. Vladimir Cosma va finalement composer toute la bande originale des aventures de Rabbi Jacob et notamment le thème principal qu'il joue devant Henri, puis devant Louis de Funès avec un énorme track. Ben oui, parce que De Funès c'est la star du cinéma français, que Cosma n'est pas encore connu, avec, comme on l'a dit, quelques films seulement à son actif. Et d'ailleurs Cosma se souviendra plus tard: j'étais angoissé de le jouer au piano alors que je ne suis pas pianiste, devant De Funès, ancien pianiste de bar, et je ne sais combien de personnes de l'équipe. Un contrat, c'est comme un mariage. Vous avez un papier, mais l'autre peut demander le divorce. Si on n'aime pas votre musique, on ne l'utilise pas et c'est tout. Les aventures de Rabbi Jacob étaient le premier gros film pour lequel je signais, et beaucoup de choses dans ma vie et ma carrière dépendaient de cet examen de passage devant Louis de Funès. La seule fois où j'ai eu à convaincre l'acteur principal d'un film et pas seulement le réalisateur. J'ai joué ce thème sur le piano du studio et il a été très chaleureux, très enthousiaste. Le tournage de Rabbi Jacob est désormais terminé, mais la sortie du film est programmée pour le 18 octobre 1973, en pleine guerre de Kippour, qui a débuté près de 15 jours plus tôt en Israël. Et c'est le célèbre publicitaire Georges Craven, de son vrai nom Joseph Cohen, futur d'ailleurs un créateur des Césars notamment, qui a démarré comme journaliste dans les années 30, avant de devenir un pionnier des relations publiques, qui est chargé de la promotion du film. Mais chose incroyable, le jour de la sortie des aventures de Rabbi Jacob, le 18 octobre 73, sa deuxième épouse, Danielle Craven, détourne un vol Air France Paris-Nice et menace de tout faire sauter si le long métrage n'est pas interdit. Pro-palestinienne, elle juge en effet le film comme, je cite, un soutien intolérable à Israël. Armée d'une carabine 22 long rifle et d'un faux pistolet, l'épouse de Georges Craven accepte que l'avion se pose à Marignane avant de repartir vers le Caire. Au cours d'un échange de coups de feu avec le GIPN, elle est atteinte d'une balle en pleine tête et à la poitrine. Elle meurt des suites de ses blessures dans l'ambulance qui l'évacue vers une clinique. Elle avait 35 ans. Son entourage précisera ensuite qu'elle était psychologiquement très fragile. À l'époque, la mort de l'épouse de Georges Craven est qualifiée de coup publicitaire et Gérard Houry reçoit d'innombrables lettres d'insultes et de menaces. Il dira plus tard que s'il avait pu continuer à vivre normalement, il avait dû avoir un revolver sur lui pendant quelques jours. Ouais, effectivement, une anecdote tragique qu'on a tendance à ignorer. En tout cas, effectivement, le film est sorti dans un drôle de contexte. Heureusement, si l'on peut dire. Avec 7 300 000 entrées, Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est un triomphe. Et ce sera finalement l'unique succès outre-Atlantique de Louis de Funès, et d'ailleurs aussi de Gérard Houry. Louis de Funès qui dira lui-même dans une interview que ce film lui a, je cite, décrassé l'âme, car j'avais de bonnes petites idées antisémites. Les Aventures de Rabbi Jacob est même nommé pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère en 1975. Mais bon, aujourd'hui, effectivement, son succès est réel, et je me souviens, Olivier, que quand le film était passé pendant le confinement, le premier confinement, il avait atteint une nouvelle fois des records d'audience. Merci à vous, Christophe, pour ce numéro de l'Histoire des Juifs de France consacré à Gérard Houry, et nous avons hâte de retrouver la suite au prochain épisode.